Vous êtes au président de l'Assemblée nationale, au président de l'URD. Merci d'accueillir Rebelle Pacifique pour cette interview. Merci. Alors, nous allons aborder différents points. Votre rôle au sein de l'Assemblée nationale, avec le MNLA, l'URD et les élections à venir. Quel est votre rôle dans la transition en tant que président de l'Assemblée nationale? Je suis président de l'Assemblée nationale à l'intérim, suite aux événements que vous connaissez. Notre rôle est simple en tant qu'institution de la République. Notre rôle est de faire en sorte que la Constitution soit respectée, que tous les actes que nous posons, n'est-ce pas, pour que la transition puisse se dérouler dans la bonne condition, que ce soit des actes, n'est-ce pas, qui sont légaux, qui vont dans le sens de la consolidation de la démocratie, qui vont dans le sens également d'une bonne prise en main, n'est-ce pas, des objectifs de la transition, et en particulier pour le respect des engagements pris dans le cadre de la feuille de route de la France. Et ça, l'Assemblée nationale a joué pleinement son rôle. Parce qu'après tous les textes qui ont été proposés par le gouvernement et qui ont permis à notre pays aujourd'hui d'être à jour en ce qui concerne à la fois la récupération de la totalité de notre territoire national. Aujourd'hui, on peut dire que le Mali, Dieu merci, a récupéré son territoire national grâce au concours des pays amis, la France, des pays africains, et maintenant de la communauté internationale à travers le MISMA. Et nous pouvons dire également que l'organisation des élections est en cours. Nous aurons le premier tour le 28 juillet prochain et peut-être un second tour, donc les choses sont super. Quand vous dites que vous avez joué un rôle avec les Dans la consultation de la transition politique. Exactement. Que pouvez-vous me dire vis-à-vis du salaire mirobolant du capitaine Sanogo? Du quoi? Du salaire mirobolant du capitaine Sanogo, sachant que une très grande majorité de la population n'a même pas de quoi acheter son pain quotidien. Non, il y a des choses qu'il ne faut pas comparer. C'est-à-dire le capitaine Sanogo a joué un rôle dans la transition en tant que président du comité militaire du sud de la réforme de l'année. C'est à ce titre, n'est-ce pas, qu'il joue un rôle et il bénéficie d'un certain avantage qu'il a accordé le président de la République. Donc, ces avantages ne sont pas discutés au niveau de l'Assemblée nationale. Mais en tant que fonctionnaire, c'est droit, les avantages pour faire son travail. Trouvez-vous qui sont légitimes? Parce qu'il a quand même un statut d'ancien chef de l'État. Dans la mesure où il y a un accord politique, n'est-ce pas, pour que le président du comité militaire le suivi, n'est-ce pas, de la réforme de l'armée, n'est-ce pas, il y a un accord politique pour que cette réforme soit conduite par un homme tel que le capitaine Sanogo. Je crois que tout ce qui a été accordé légalement paraît légitime. Alors, quelle a été votre gestion en tant que président de l'Assemblée nationale à la situation des députés ayant rejoint le camp du MNLA? Ma gestion a été claire. Dès le départ, lorsque j'ai pris la responsabilité de l'institution, je fais le point, je fais des enquêtes. Tous les députés qui sont reconnus comme des députés maliens et qui, malgré cela, ont pris les armes contre la République, j'ai immédiatement suspendu leur salaire et avantages à l'Assemblée nationale. C'est une décision que j'ai prise, n'est-ce pas, en informant le bureau de l'Assemblée nationale qui a été d'accord et en informant les autorités de la République. Et ça, c'est depuis le mois de avril-mai 2012. Parce que j'estime que lorsqu'on représente les populations du Mali, on n'a pas le droit de prendre les armes, n'est-ce pas, contre ces mêmes populations du Mali. Donc à l'Assemblée nationale, les décisions ont été prises et ont été radicales. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point,
lorsque le gouvernement a envoyé une correspondance à l'Assemblée nationale pour la demande de lever l'immunité parlementaire des députés qui ont trempé dans la rébellion, l'Assemblée nationale n'a pas hésité, n'est-ce pas, à lever l'immunité parlementaire de ces députés. Donc l'Assemblée l'a fait. Je pense que la joué pleinement son rôle. Alors, quelle lecture vous faites du rôle joué par François Hollande dans le processus électoral du Mali? Je pense que le rôle joué par François Hollande va au-delà du processus électoral. Le président François Hollande a posé un acte que les Maliens, n'est-ce pas, mettront du temps avant d'oublier, c'est le fait d'intervenir, n'est-ce pas, en janvier 2013, n'est-ce pas, pour arrêter l'avancée des troupes djihadistes et de narcotrafiquants, et également mettre son armée à la disposition des autorités maliennes et de la communauté internationale pour non seulement éradiquer le terrorisme dans notre pays, mais pour faire en sorte que le Mali retrouve le chemin de la négociation et de la réconciliation entre les Maliens. Donc je pense que le président François Hollande a posé un acte de solidarité, qui a permis à notre pays de se libérer des terroristes, de se libérer des narcotrafiquants et de permettre à notre pays de retrouver sa place, n'est-ce pas, dans le processus. Et vous ne trouvez pas que le président François Hollande a un petit peu empiété sur la souveraineté malienne en demandant formellement une date électorale, sachant que les conditions n'étaient pas toutes requises? C'est vous qui le dites. Je crois que le président François Hollande n'a rien fait sans l'accord des autorités maliennes. Lorsque le gouvernement de Mali a élaboré une feuille de route et que cette feuille de route a été proposée à l'examen de l'Assemblée nationale, déjà les éléments étaient dans cette feuille de route. Donc c'est le gouvernement du Mali qui a fixé la période de la date, la période et la date des élections, et c'est le gouvernement du Mali qui a arrêté les modalités de l'organisation des élections. Donc il n'est pas du tout correct de dire que le président François Hollande a imposé une date. Il n'a absolument rien imposé. C'est vraiment les autorités maliennes qui ont fixé la date, qui ont fixé la période, et elle est en train de l'organiser. Ce que nous demandons à la France maintenant, c'est de nous aider, n'est-ce pas, à faire l'organisation correcte, n'est-ce pas, de cette élection-là pour qu'elle soit pacifique et pour qu'elle soit. En parlant de ça, je vais rebondir sur le cas de Kidal. Alors, est-ce que Kidal, le problème Kidal vous semble-t-il résolu? Peut-il y avoir des élections transparentes avec toutes les conditions requises? Il faut que les élections aient lieu à Kidal. Nous avons dit aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au niveau des partis politiques que les élections doivent se passer sur la totalité du territoire malien. Et c'est ça qui est en train d'être préparé. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas rencontrer des difficultés. Kidal n'est pas une région comme les autres. Donc il y a certainement des difficultés, mais ces difficultés doivent être surmontées pour que les élections se passent à Kidal comme dans toutes les autres régions du monde. La condition principale, c'était que Kidal soit entièrement libéré pour qu'il puisse avoir des élections. Mais comme ce n'est pas le cas, le territoire malien envisage quand même des élections à Kidal. Kidal est libéré. L'armée malienne est à Kidal. La MINUSMA est à Kidal. Ce qu'il y a, il y a un accord qui a été signé avec, disons, le MNLA et le HUA. Cet accord prévoit que, n'est-ce pas, les rebelles seront cantonnés, ensuite désarmés, et ensuite l'armée malienne reprendra le terrain à Kidal. L'armée malienne est à Kidal.
Aujourd'hui, c'est le processus de cantonnement et de désarmement des rebelles. Peut-être qu'on prend un certain temps. Mais Kidal est libéré, Kidal est un territoire malien, l'armée malienne est là-bas et les forces alliées au Mali sont à Kidal. Kidal n'est pas dans la Mali additionnelle. Je vais vous poser une dernière question concernant Kidal. Dans ce cas-là, comment pouvez-vous nous expliquer le fait qu'il y a eu 6 personnes qui ont été kidnappées à Kidal? Il y a eu quoi? 6 personnes ont été kidnappées à Kidal hier. Mais vous savez que dans les périodes de troubles comme ça, il y a toujours des gens qui sont un peu en marge, n'est-ce pas, du mouvement en profondeur, n'est-ce pas, qui est en train de s'opérer. Le mouvement en profondeur, c'est le retour à la paix et à la stabilité au Mali. Bon, qu'il y ait des ratés à droite et à gauche, c'est possible, mais on mettra un terme à cela. Y a-t-il un devoir de réserve dont les autorités majeures de la transition devraient-elles faire preuve? Toujours, les autorités majeures de la transition ont un rôle à jouer, c'est de faire appliquer la feuille de route. La feuille de route, c'est 2 missions fondamentales. La première mission, c'est de récupérer la totalité du territoire national et la seconde mission, c'est d'organiser les élections présidentielle et législative, et le processus est en train d'être fait. Je pense que les autorités de la transition n'ont pas d'autre devoir que d'assumer cette leçon assignée par la FEDER. Le fait est que différents ministres ou anciens ministres s'affichent publiquement avec certains candidats, cela ne pose pas de problème. Ça ce n'est pas, comment dirais-je, c'est pas un acte qu'on peut leur reprocher. Même les autorités de la transition ont le droit de manifester leur position en tant que citoyens. Ils ne sont pas exclus, n'est-ce pas, de devoir de choisir un candidat, de voter pour un candidat, de refuser un autre candidat. Ça, c'est vraiment un acte civique normal que tout citoyen doit pouvoir avoir. Même de par leur ancien statut? Même de par leur association, je pense qu'il n'est pas interdit qu'un quelqu'un qui a fait la transition, qu'il soit ancien ministre de loi ou non, ne soit pas éligible. Le parti l'URD est candidat à la présidentielle avec Soumaïla Cissé. Est-ce que l'URD est satisfait des conditions actuellement mises en place pour ces élections? Vous savez, on ne peut pas dire que nous sommes dans les conditions idéales pour ces élections. Mais nous devons contribuer à ce que ces élections se passent. Parce que le Mali est dans une situation de crise où on ne peut pas continuer à vivre une transition. La transition doit prendre fin. Et elle doit prendre fin le plus tôt possible. Notre pays doit revenir à la vie constitutionnelle normale. Et cela se fait par des élections. Par des élections. Donc l'URD est pour l'organisation de ces élections. Il est évident qu'on ne peut pas avoir des élections parfaites dans cette période de transition, mais tout le monde doit contribuer pour que ces élections aient lieu et qu'elles soient pacifiques et qu'elles soient bien conduites. Merci. Et d'où provient le financement de la campagne de l'URD? Les financements de la campagne de 2019 viennent de la contribution des militantes et des militants de l'URD. Nous sommes un parti politique organisé. Nous avons des militants dans tout le pays, dans tous les villages, dans toutes les fractions, sur toute l'étendue du territoire. Nous avons des militants à l'extérieur du pays, dans tous les pays africains, tous les pays du monde où il y a des Maliens. L'URD est connu. Eh bien, l'URD, sa force, c'est d'abord les ressources mises à sa disposition par ses propres militants. Et ensuite, il y a le concours de l'État. Ça, c'est un concours officiel, ce qu'on appelle le financement public, n'est-ce pas, en faveur des partis politiques. L'URD a toujours bien géré toutes les normes qui sont édictées, n'est-ce pas, par l'État pour que ces partis politiques puissent accéder au financement public. Depuis la création de l'URD jusqu'à nos jours, nous avons pu respecter correctement, n'est-ce pas, ces dispositions
statutaire et nous avons pu bénéficier de financement public. Donc ça montre que l'URD applique déjà à son propre niveau les règles absolues de bonne gestion pour que le jour où nous serons au pouvoir et que nous serons directement opérationnels, que les normes soient appliquées par l'ensemble des militants et des gens de la monde. D'accord. Et quel est le projet pour l'URD, pour les Maliens pétris de connaissances et d'expériences qu'ils ont eues hors du Mali, notamment ceux qui vivent en France? Nous estimons que le Mali a une chance d'avoir des hommes et des femmes qui ont acquis de l'expérience hors du Mali, qui vivent dans les pays amis, où d'abord ils apportent leur contribution. Et il est tout à fait normal que nous leur ouvrions la porte quand nous sommes au pouvoir pour leur permettre de faire valoir leur talent, pour apporter leur contribution au Mali dans les différents secteurs économiques qui vont suivre. Nous avons estimé que la diaspora malienne doit d'abord être représentée au sein des institutions représentatives. C'est pourquoi dans notre programme de l'URD, nous avons prévu à l'Assemblée nationale qu'il y ait un quota pour la diaspora malienne. Et nous estimons également que la diaspora malienne doit participer à la gestion des affaires de notre pays. Participer à la gestion des affaires, c'est permettre à la diaspora malienne de venir travailler dans les différents secteurs de l'économie nationale, que ce soit dans le secteur agro-industriel, que ce soit le secteur de l'enseignement, que ce soit le secteur de l'énergie, que ce soit le secteur des TIC, que ce soit le secteur des transports. Il y a énormément de choses à faire au Mali. Les Maliens qui sont à l'extérieur ont une compétence. Ils peuvent venir exercer leurs compétences au Mali pour que le pays puisse s'en sortir. C'est ça le programme de gouvernement. Donc, nous avons pour la diaspora malienne tout un programme pour les mettre en valeur, aussi bien au niveau des institutions représentatives qu'au niveau de l'action du gouvernement. Et comment feriez-vous pour établir l'autorité de l'État et la confiance des Maliens dans l'armée? Pour établir l'autorité de l'État, c'est très simple. D'abord, il faut refondre les institutions. Il faut que, sur le plan des textes, les institutions soient dans leur rôle, que la mission de chaque institution soit bien définie. Deuxièmement, il faut nommer, il faut élire à la tête de ces institutions des hommes capables, des femmes capables, qui peuvent les gérer et qui peuvent donner l'exemple. Parce que l'autorité de l'État, c'est d'abord les institutions qu'on met en place, le respect, n'est-ce pas, de ces institutions, par les hommes et les femmes qu'on met à la tête de ces institutions. L'exemple doit venir d'en haut. L'exemple chacun doit jouer son rôle et ne pas faire des actes qui ont tendance justement à nuire à la crédibilité des institutions, à la crédibilité des hommes qui sont chargés de gérer le pays, à la crédibilité des femmes qui seront chargées de gérer le pays. Nous veillerons sur ces questions-là, qui sont fondamentales pour nous. Et, nous avons vu que l'URD a un programme politique, mais quel est le coût de ce programme et comment l'URD compte financer ce programme politique? Nous avons dans notre programme, vous dites programme politique, ce n'est pas un programme politique, c'est un programme économique et social qui couvre l'ensemble des secteurs. Et on a divisé ça en 5 piliers, comme l'a dit. Je crois que je vais vous donner un élément, une brochure, n'est-ce pas, sur notre programme. L'un des secteurs vitaux à mettre immédiatement en marche, c'est au niveau institutionnel. Des réformes profondes doivent être prises par le nouveau président. Et si Soumaïla Cissé est élu président, il va les prendre, des réformes essentielles pour organiser l'État. Et quand je dis organiser l'État, ce n'est pas seulement au niveau du gouvernement, c'est jusqu'au démembrement. Il faut organiser le gouvernement, les procédures sur lesquelles le gouvernement doit travailler. Il faut organiser l'Assemblée nationale, il faut organiser l'armée. L'armée doit être organisée, ça veut dire que l'armée doit être remise sur les rails. Nous voulons une armée professionnelle, une armée qui est bien équipée,
et une armée qui est capable de défendre le territoire national à toutes les conditions possibles. Il faut réformer l'école, il faut réformer la santé, il faut réformer l'économie. Et sur ce plan-là, je crois qu'on a tout un programme qu'on va proposer aux organismes. Donc le coût, ce n'est pas secteur. Le coût, ce n'est pas secteur. Au niveau des institutions, on a un coût qu'on a évalué. Au niveau des domaines sectoriels, les transports, l'énergie, l'éducation, on a également des coûts qui ont été évalués. Donc on ne peut pas dire un coût politique, c'est un coût pour vraiment la reprise en main de l'économie malienne. C'est dans les programmes que nous avons proposés. D'accord. Et dernière question, pourquoi les Maliens devraient choisir Soumaïla Cissé plutôt qu'un autre candidat? Les Maliens ont beaucoup de raisons pour choisir Soumaïla Cissé. Moi, je pense que la passion de Soumaïla Cissé est une synthèse. C'est une synthèse. Et je vais vous parler franchement. D'abord, Soumaïla Cissé, c'est quelqu'un qui est né au nord, mais qui a grandi au sud. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Soumaïla Cissé a vécu partout au Mali. Il parle au moins 3, sinon 4 langues. Soumaïla Cissé a étudié et il a travaillé au Mali dans les secteurs vitaux. Il est parti de la base au sommet. Il a travaillé avec les paysans, il a travaillé avec les transporteurs, notamment dans la zone de la CMDT. Il a travaillé pour réformer la vie sociale au Mali, parce qu'il a eu à diriger un grand secteur, n'est-ce pas, de l'urbanisme au Mali. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ACI, dont tout le monde se glorifie aujourd'hui. C'est lui qui a mis ça en place. Et Soumaïla Cissé a travaillé au niveau de l'État. Il a été un économiste et un financier brillant. Il a eu la charge de la gestion des finances au Mali pendant 7 ans et il s'en est tiré vraiment avec beaucoup de gloire. Ça a été reconnu. Il a travaillé à l'international parce qu'il a été pendant 8 ans le président de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, un secteur que je connais. Donc il a eu à gérer l'intégration économique aujourd'hui. Donc il a vécu à l'extérieur, il connaît la diaspora, il connaît les problèmes de la diaspora. Et c'est pourquoi d'ailleurs il a mis dans son programme quelque chose qui concerne spécifiquement la diaspora, pour la mettre en valeur, pour la mettre au service. Je pense qu'un démocrate qui a autant d'expérience, qui a autant d'engagement pour son pays, et qui toute sa vie s'est engagé pour que le Mali se relève, il mérite vraiment qu'on lui fasse confiance. Et c'est pourquoi d'ailleurs, beaucoup de partis politiques, dont les plus importants, comme le PDS, a accepté de soutenir Soumaïla Cissé dès le premier tour. Et il y a une vingtaine d'autres partis politiques et des centaines d'associations qui se sont déclarées en faveur de Soumaïla Cissé dès le premier tour. C'est un homme qui a une expérience inégalée. Vous n'avez aucun candidat parmi les 28 qui a l'expérience de Soumaïla Cissé. C'est ce que je viens de décrire. C'est un homme modeste, qui sait écouter, qui a une capacité d'écoute, n'est-ce pas, des Maliens, qui connaît le problème du Mali parce qu'il a se fondé à tous ces problèmes-là et il a trouvé des solutions pour beaucoup en place. Voilà les raisons pour lesquelles un pays qui est en crise doit prendre un homme qui est capable immédiatement de se mettre au travail et de faire travailler les Maliens. Et de faire travailler les Maliens. Non seulement il fait travailler les Maliens, mais c'est lui qui donne l'exemple. Merci beaucoup. Monsieur Touré, d'avoir accueilli Rebelle Pacifique. Merci pour votre disponibilité. On remercie Rebelle Pacifique et tous ces téléspectateurs et on remercie le web média malien.